je vous propose voilà, de parler de formation, d'engagement, former et engager les équipes communication et marketing. C'est AXA Climate qui vous en parle, avec Antoine Yeridzian, que je vous propose d'accueillir sur scène, s'il vous plaît. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Bienvenue, Antoine. Je la passe. Bonjour à tous, ravi d'être là. Moi je vais vous faire un petit partage très pragmatique, un peu loin de ces considérations intéressantes et importantes sur le volet macro. Mon idée là en 10 minutes, c'est de vous partager quelque chose qu'on a fait, c'est-à-dire on a développé des modules pour former les équipes marketing et communication. Et donc je voulais vous partager un peu les obstacles qu'on a rencontrés et les quelques leçons qu'on a tirées de ça, comme ça vous pouvez ramener ça chez vous et pourquoi pas commencer à former vos propres équipes. Juste qui on est pour que vous sachiez d'où je vous parle. Donc nous, la Climate School, on produit des modules à destination d'une cinquantaine de grandes entreprises aujourd'hui. On déploie, ça représente à peu près 2,5 millions de salariés dans le monde. Et on a plusieurs types de contenus. On a des contenus très génériques sur quels sont les changements en cours, changements climatiques, effondrement de la biodiversité, etc. Des contenus sur la sustainability de façon générale, donc c'est quoi l'empreinte carbone, c'est quoi scope 1, scope 2, scope 3, une analyse en cycle de vie. Et des contenus spécifiques sur les métiers, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je peux faire. Je suis en RH, je suis à l'IT, etc. Et donc là, on avait un enjeu qui était comment je m'occupe comment je fais passer à l'action les équipes communication et marketing. Comment est-ce qu'on a fait ça? Eh ben, on s'est dit que le parti pris, c'est celui qu'on prend à chaque fois qu'on travaille des métiers spécifiques, c'est une double matérialité, si vous me permettez l'abus de langage, c'est-à-dire on va examiner à la fois comment ces métiers-là sont impactés par ces questions et comment ces métiers-là vont pouvoir impacter les limites planétaires, soit en direct, parce que par exemple, le cas caricatural, c'est que je vais acheter quelque chose qui va avoir une empreinte et donc je vais limiter ça, soit parce que à travers l'action que j'ai au sein de l'organisation, par exemple sur de la com interne, j'ai une action directement sur mon empreinte. Donc, on savait de quoi on voulait parler, on savait à qui on voulait parler, maintenant il fallait commencer le travail. Là, je me fais un petit plaisir, je vous présente l'équipe, parce que contrairement au film, le e-learning, on met rarement vous savez, le générique à la fin. Donc là, Clément, Livia et Google Scholar ont fait partie principalement des moyens utilisés pour créer les premiers contenus. Et ce qu'on a rapidement identifié, c'est qu'on n'allait pas pouvoir se contenter de parler des trucs idéaux. Donc quand vous parlez marketing et communication durable, vous avez quelques exemples qui reviennent tout le temps. Patagonia étant un des parangons de ça, donc avec une belle affiche qui vous dit n'achetez pas cette veste, ce qui est quand même le truc voilà, marketing durable par excellence. C'est un exemple qu'on ressort tout le temps, mais on sait très bien que si on veut mobiliser et mettre en action les équipes commerciales et marketing dans des grands groupes, en fait, ça, c'est pas forcément actionnable, parce que la spécificité de Patagonia, c'est un alignement quand même très très fort entre la stratégie, les messages marketing, la conception produit, et en fait, dans la plupart des boîtes, il y a un énorme legacy qui fait que vous pouvez pas directement arriver à ce niveau-là. Donc il y avait un besoin d'un peu d'atterrir sur du réel et du concret, tout en donnant des exemples inspirationnels de cette nature pour avancer. Comment est-ce qu'on a travaillé du coup? Cette équipe contenu, après avoir fait une revue de la littérature existante, on a rassemblé un certain nombre d'experts, donc à la fois des gens du réseau, on a interviewé des gens de notre écosystème, donc par exemple le directeur communication de Pierre et Vacances, des équipes Sustainability d'Ubisoft, là je vous donne quelques exemples, et donc ils nous challenge, qui nous donnent des exemples internes ou qu'ils ont eux-mêmes ramenés dans des événements comme ça en fait, ils ont capté des très bons exemples et on arrive à des idées qu'on n'aurait pas eu tout seul. Par exemple dans le cours on a mis un exemple intéressant qui est celui de Colgate, où Colgate en fait ils avaient un enjeu sur le packaging et un peu d'ailleurs ce qui a été présenté tout à l'heure qui était intéressant sur Pernod Ricard, et la spécificité de Colgate, c'est qu'ils ont mis en open source ce qu'ils ont produit pour le packaging, ce qui a permis à leurs concurrents de s'aligner, et du coup toute la filière a bougé. Et donc là typiquement ce genre d'exemple nous intéresse parce que là on est sur de l'exemple réel où on est obligé de bouger en même temps que la filière et le reste. Donc une fois qu'on a dit ça, on s'est pris un premier écueil qui nous a été remonté de ce comité, qui était qu'il y a des mots et des façons de parler qui fonctionnent très bien quand vous parlez dans une petite salle en petit comité, pourquoi pas en France, voire en Europe. Et alors par contre, nous on a des clients indiens, canadiens, australiens, il y a des mots qui passent plus ou moins bien, quoi. Donc sobriété, ça y est, c'est à peu près banalisé, on a un président de la République qui l'a utilisé, ça n'est pas le cas partout. Donc on avait un peu cet arbitrage entre, de toute façon on va être obligé d'en parler, parce que la réalité c'est que c'est ça qu'il faut faire, il n'y a pas trop de doute là-dessus, c'est ce que disent les études scientifiques, toujours pareil, toujours revenir aux
aux fondamentaux, mais d'un point de vue de l'acception interne, c'est pas toujours évident. Donc on s'est un peu heurté à ce sujet-là, en particulier sur les questions de marketing, puisque quand même à l'ADN marketing, il y avait cette idée avant de vendre toujours plus, donc on était vraiment là au cœur du sujet, alors que si par exemple sur la brique IT, produire moins de données, à la limite, ça ne fait pas hurler tout le monde. Vous dites on va juste produire de la donnée plus qualitative et ça c'est OK. La solution qu'on a trouvée, je n'est pas parfaite, hein, mais c'est juste que on mentionne ces sujets-là en disant qu'ils sont importants dans le cours principal et après on va développer le comment faire, aller plus loin avec des exemples beaucoup plus poussés dans les ressources complémentaires. Voilà, c'est comme ça qu'on a découpé en fait, ce qui nous permet, en fonction de l'auditoire, de savoir ce qu'ils ont envie d'aller voir. Si je vous livre les quelques enseignements qu'on a récupérés, donc le premier, c'est à quel point le marketing et la communication vont devoir gagner des galons scientifiques. C'est-à-dire que on a pris l'exemple là dans le cours de l'intégration dans les équipes marketing d'un chef scientist officer, qui n'existe pas encore, ou pas dans beaucoup de boîtes, mais dont l'objectif va être de modéliser exactement l'impact des produits qui vont être créés. Que ce soit en termes de CO2, en termes de tuer de la biodiversité, des grenouilles, la consommation d'eau. Enfin, l'enjeu, c'est d'avoir ces chiffres précis, parce que de toute façon, il va y avoir des contraintes réglementaires en termes de greenwashing et de savoir exactement ce que vous allez pouvoir publier. On fait aussi le pari que ça sera un facteur important de consommation dans les prochaines années, et ça sera aussi un facteur de prix, parce que mécaniquement, vous allez avoir un moment ou un autre des taxes, par exemple, avec des TVA modulés en fonction de l'impact, etc. Donc en fait, pouvoir justifier scientifiquement, précisément, ce qu'il y a dans votre produit, ça sera nécessaire. Ça, c'est un des enseignements. Le deuxième, c'est l'impact à l'usage. Si vous avez suivi la présentation de l'équipe, vous voyez que Arnaud n'est pas ethnologue, mais qu'il s'agit bien de Clément, le directeur des contenus. Mais bon, on n'a pas fait venir un vrai ethnologue pour la vidéo. On s'est quand même inspiré. Et là, il y a eu la présentation tout à l'heure par les équipes de OBS d'Orange sur le fameux cas de 80% de l'impact en eau d'un shampoing, ça se passe pendant la douche. Et ça, c'est une étude qui a été menée par un ethnologue, en l'occurrence, qui a été mandaté par L'Oréal. Et donc, cette notion de travailler l'usage à la fois en sourcing, packaging, etc. pendant la phase de fabrication, mais aussi après, c'est extrêmement intéressant. Et ça veut dire qu'en fait, vous pouvez faire le meilleur packaging du monde, vous pouvez avoir le meilleur produit du monde. Si à la fin, les gens se lavent les cheveux en ajoutant de l'huile, ce qui se passe en Inde, ce qu'a révélé les études, en mettant de l'huile dedans, ce qui fait que c'est encore plus difficile à rincer, ben en fait, vous aurez quand même une consommation d'eau qui est colossale. Alors que si vous mettez pas besoin d'huile, nouvelle formule, ça vous a pris exactement 2 lignes, et en fait, l'impact en eau est colossal. Donc, bien savoir où est l'impact, et donc ça c'est extrêmement important. Ensuite, l'adaptation, on parle souvent d'atténuation, c'est-à-dire réduire les empreintes. En réalité, et en marketing et en communication, il va falloir penser l'adaptation. Là, je vous mets 2 articles des Échos de 2019 que je trouve fascinants, à titre personnel. C'est-à-dire que d'un côté, vous voulez quadrupler les ventes en Inde, et de l'autre, vous ciblez un pays en stress hydrique monstrueux. Et donc, ça veut dire que vous devez prendre en compte l'adaptation du pays dans lequel vous allez aller, parce que la réalité c'est que s'il n'y a pas d'eau, les gens ne se laveront pas les cheveux. Là, a priori, dans la liste, la pyramide de Maslow, là, le shampoing est plutôt pas très en bas. 4. Ça c'est aussi un enseignement intéressant, c'est pas parce que c'est soutenable que c'est vendeur. Donc là vous avez des études, pour le coup scientifiques, appuyées, qui vous disent que parfois dire c'est très vert, ça fait moins vendre parce que les gens pensent que c'est moins solide. Parce qu'en gros, il y a une perception qui est que vous avez mis plus d'argent dans l'empreinte pour limiter l'empreinte et que du coup, votre produit va être moins performant. Il y a plusieurs façons de régler ça. Soit vous rassurez, par exemple, vous remarquerez que Tesla communique toujours sur les performances et l'autonomie, pas juste sur le fait que c'est vert. Vous rassurez sur les trucs. Et après, il y a la co-bénéfice. Ça dure plus longtemps, donc c'est écologique. C'est pas tout à fait le même message que c'est écologique. Vous voyez, donc là, c'est intéressant. Et le dernier, c'est le nécessaire travail de place. Je vous prends l'exemple du jeu vidéo, où vous avez un vrai problème sur le packaging des jeux vidéo, parce qu'en fait, concrètement, vous vendez des lignes de code, donc en fait, le packaging sert à rien. Enfin, je veux dire vraiment, littéralement à rien. Et pourtant, quand vous allez à la Fnac, comme les gens n'aiment pas dépenser 40 € pour rien, vous avez des boîtes énormes. Et en fait, comme toute l'industrie fonctionne comme ça, c'est très difficile d'être le seul à pas le faire.
Et donc il y a eu un travail de place qui a été fait sous l'égide de l'ONU, et en fait, là je vous ai mis l'exemple de Sega, mais en fait il y a eu des mesures qui ont été prises en 2020, 2021, 2022 par l'ensemble des acteurs de place pour réduire. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des endroits où on est habitué à travailler en place, par exemple le secteur financier, où par définition, en fait, déjà rien que parce qu'on a un régulateur unique en face, on est quand même un peu obligé de se parler. Il y a des environnements où on est moins habitué à travailler en place. Il ne va pas y avoir le choix là-dessus. Et donc c'est un nécessaire changement là aussi de paradigme. La conclusion, et ça rejoint à la fois un enseignement et quelque chose un arbitrage qu'on a dû faire, on s'est posé la question de fallait-il parler de l'offre? C'est-à-dire quand vous parlez de communication et marketing, c'est quand même extrêmement large, donc vous pouvez parler de beaucoup de choses. Il y avait une question sur est-ce que l'élaboration du produit fait partie de ce qu'on va raconter? Et en fait, quand on posait les éléments de la question, on remarque qu'il y a quand même trois façons, si vous voulez, de réduire l'impact. Il y a effectivement l'éco-conception, on en a pas mal parlé aujourd'hui, c'est-à-dire votre produit, il consomme moins à la production, très bien, vous l'avez pensé différemment, il y a peut-être une économie circulaire, etc. Vous avez la panoplie low-tech, où vous vous dites, bon, bah, en fait, je vais produire quelque chose qui fait le même job, mais en réduisant nettement le besoin, voire en réduisant toute la façon, vous ne produisez pas la même chose. Ça, c'est intéressant. Mais la réalité, c'est que vous n'arriverez pas à avoir l'impact maximum qui est nécessaire, vu les échelles dont on parle, sans un basculement du modèle d'affaires. Et donc la réalité, c'est qu'il n'y a pas de marketing durable sans stratégie durable. Les deux vont ensemble. Et donc vous ne pouvez pas faire du marketing et réduire les impacts en étant sérieux, je veux dire, sans adresser la question du modèle d'affaires et de l'offre. Voilà, c'était les quelques points qu'on détaille dans ces modules et je pensais intéressant de vous les partager. Merci à vous. Merci beaucoup.